De la surface de notre peau jusqu'au plus profond de nos organes, il y a un type de tissu qui est partout, constamment au travail. Il couvre, il protège, il absorbe, il sécrète. C'est l'épithélium et en gros, il forme les frontières les plus dynamiques de notre corps. Alors, on peut se poser une question qui a l'air simple comme ça. Quel est le point commun entre la couche la plus externe de notre épiderme et, disons, une glande salivaire ou même le pancréas? Eh bien, la réponse est partout et elle définit la façon dont notre corps interagit avec le monde, que ce soit le monde extérieur ou intérieur. Et la voilà. La réponse, c'est le tissu épithélial. Il faut vraiment se l'imaginer comme une armée de cellules parfaitement alignées, collées les unes aux autres, qui jouent le rôle de garde-frontières. Ce sont les briques de base de toutes nos surfaces et de toutes nos glandes. Parfait. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Quelles sont les règles d'or pour être un épithélium? Parce qu'il y a des caractéristiques fondamentales qu'on va retrouver absolument partout. Ce schéma illustre super bien les 3 principes de base. D'abord, les cellules sont soudées entre elles. Elles forment une barrière vraiment continue. Deuxièmement, elles ont un sens. Un côté haut, le pôle apical, qui est tourné vers l'extérieur ou la lumière, et un côté bas, le pôle basal. Et troisièmement, tout cet ensemble repose sur des fondations solides, qu'on appelle la lame basale. Donc, le point crucial, c'est cette cohésion. C'est un véritable mur. Mais ce qui est assez fou, c'est que ce mur est avasculaire. Ça veut dire qu'il n'y a aucun vaisseau sanguin qui passe dedans. Alors comment ces cellules font pour survivre? Eh bien, elles tirent tous leurs nutriments du tissu qui se trouve juste en dessous, le tissu conjonctif, simplement par diffusion. Et ces fameuses fondations, la lame basale, attention, c'est bien plus qu'un simple socle. C'est une interface super intelligente. Elle ancre l'épithélium, oui, mais elle agit aussi comme un filtre sélectif pour les molécules qui veulent passer. Et surtout, elle est absolument essentielle pour guider la régénération du tissu si jamais il y a une blessure. Ok, maintenant que les règles de base sont posées, voyons un peu comment l'architecture de ces frontières s'adapte en fonction de leur mission. On va parler des épithéliums de revêtement. Il y a un principe fondamental en biologie qui s'applique parfaitement ici. La forme suit la fonction. L'organisation des cellules, leur nombre de couches, tout, absolument tout, est dicté par le rôle qu'elles doivent jouer. Et là, on a l'illustration parfaite de ce principe. À gauche, un épithélium simple, une seule couche de cellules toutes fines. C'est une véritable passoire, conçue pour des échanges ultra rapides, comme pour l'oxygène dans les poumons. Et à droite, un épithélium stratifié. Là, c'est tout le contraire. De multiples couches empilées, une vraie forteresse bâtie pour résister au frottement, comme notre peau. Maintenant, faisons un zoom sur la surface de travail de ces cellules, le fameux pôle apical. Certaines sont équipées de véritables outils spécialisés, des sortes d'améliorations pour des tâches très, très précises. Premier outil, le plateau strié. Imaginez des milliers de minuscules doigts, les microvillosités parfaitement alignées. Leur seule et unique mission, multiplier la surface d'absorption. On trouve ça dans l'intestin, pour être sûr de ne perdre aucune miette de nutriments. On continue avec une petite variation sur le même thème, la bordure en brosse. C'est le même principe, mais avec des microvillosités qui sont un peu plus longues et moins bien organisées. C'est la spécialité des tubules du rein qui bossent sans arrêt à la réabsorption. Ensuite, on a les stéréocyles. Alors attention, le nom est un peu trompeur, parce qu'en fait, ils sont totalement immobiles. Ce sont juste des microvillosités géantes, conçues elles aussi pour maximiser la surface de contact dans des canaux très spécifiques. Et pour finir, les seuls outils vraiment mobiles de notre liste, les cils vibratiles. Eux, leur job, c'est de bouger. Ils battent tous en rythme pour créer un courant, une sorte de tapis roulant qui va évacuer le mucus et les débris hors de nos voies respiratoires, par exemple. Parfois, le travail à la frontière est tellement intense que le simple fait de recouvrir ne suffit plus. L'épithélium doit aussi produire des choses. Et pour ça, il va s'invaginer, il va plonger en profondeur pour créer de véritables usines spécialisées, les glandes. Ce schéma est fascinant parce qu'il nous raconte vraiment l'histoire de la naissance d'une glande. Tout part d'un épithélium de surface, tout simple. Des cellules commencent à se multiplier, elles forment un petit amas qui s'enfonce dans le tissu conjonctif en dessous. C'est le début d'une toute nouvelle vocation. Et à partir de là, il y a 2 destins possibles. Soit ce bourgeon garde un lien avec la surface, via un canal. Ça, c'est une glande exocrine qui va libérer son produit à l'extérieur. Soit il coupe complètement les ponts, il devient une petite île de cellules et il libère ses produits, les hormones, directement dans le sang. Et ça, c'est une glande endocrine. Allez, restons un petit peu sur les glandes exocrines. Pour faire sortir de produits de l'usine, elles ont mis au point 3 stratégies de livraison bien différentes. Et les voici, ces 3 modes de livraison.
On pourrait presque les classer du plus propre au plus radical. Chaque méthode est parfaitement adaptée au type de produit à exporter. Alors, on a d'abord le mode mérocrine. C'est l'exportation nette et sans bavure. La cellule expulse son produit dans des petites vésicules et elle reste intacte. Ensuite, le mode apocrine. Là, la cellule donne un peu d'elle-même. C'est le sommet de la cellule qui se détache avec la sécrétion. Et enfin, le mode holocrine, le sacrifice suprême. La cellule se gave de produits jusqu'à exploser. Elle se désintègre complètement pour tout libérer d'un coup. Et le produit en lui-même va aussi changer l'apparence de la cellule. On distingue en gros deux grands types de travailleurs. D'un côté, la cellule muqueuse, qui fabrique un mucus gluant et protecteur. Son cytoplasme est tout clair et son noyau est tout écrasé à sa base. De l'autre, la cellule séreuse, qui fabrique des protéines, comme des enzymes. Son cytoplasme est bien plus sombre et son noyau reste bien rond. 48 heures. Ça ne paraît pas long. Et pourtant, ce chiffre cache l'une des propriétés les plus incroyables des tissus épithéliaux. C'est le temps qu'il faut à la paroi de notre intestin pour se reconstruire entièrement. Tous les 2 jours. Cette capacité de renouvellement, qui est juste phénoménale, est assurée par des cellules souches qui sont bien à l'abri près de la lame basale. Ces frontières ne sont jamais au repos, elles sont en perpétuelle reconstruction. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière réflexion. Ce renouvellement constant, c'est une force extraordinaire, c'est une garantie de réparation permanente. Mais cette intense activité cellulaire, cette multiplication non-stop, ne crée-t-elle pas aussi une certaine fragilité, une porte d'entrée pour d'éventuelles erreurs? C'est tout le paradoxe de ces frontières si actives